J'ai le grand plaisir d'accueillir avec vous Maude Pérez-Simon, enseignante à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle de littérature médiévale, spécialiste de beaucoup de choses et notamment du roman d'Alexandre. Vous trouverez sa thèse publiée à la librairie Le Nom de l'Homme. Le roman d'Alexandre qui, comme vous le savez, est le best-seller absolu de la littérature médiévale. On ne compte pas le nombre de centaines de manuscrits. Mais Maude, depuis quelques années, est devenue, il faut le dire, la personne qui s'est spécialisée et peut-être l'experte la plus reconnue des plafonds peints, disons, du Moyen-Âge central et de la fin du Moyen-Âge aussi. Or, vous savez que notre histoire collective dont nous parlions hier, ici dans ce lieu qui s'invente vers un centre culturel de rencontre, a partie liée avec ces plafonds peints dans le village, comme dans ces murs. Et la chapelle de 1296 de l'abbé de Gaugens vous le prouve. Mais cette histoire a été et reste celle d'une association, l'association internationale des plafonds peints et charpentes médiévaux, plafonds peints sur les charpentes, recherche sur les plafonds peints médiévaux, dont je salue la présence de la présidente Monique Bourrin, ici, qui nous vient de Capestan, car l'Occitanie n'a pas de frontières. Capestan, c'est pas Cabestany, même si c'est la même étymologie. On parlera peut-être du maître de Cabestany, pas aujourd'hui. Et donc Maude, qui fait aussi partie de cette association, dont vous trouverez à la librairie une des publications qui est gratuite, donc surtout emportez-la, la voilà, va vous présenter une conférence sur la manière de lire ces plafonds peints à la Grâce et ailleurs. Maude, nous t'écoutons avec une technique retrouvée. Merci. Merci. Merci aux techniciens qui se sont battus pour que ça marche. Donc je suis très contente de venir parler ici au Banquet du Livre qui, donc, dans les arts de lire, fait une place à l'image. Et contente d'être ici à la Grâce puisque c'est la ville qui a la plus grande densité de plafonds peints de France. Et c'est la deuxième ville qui a la plus grande densité de plafonds peints d'Europe. Donc nous sommes dans un lieu remarquable sur le plan de ce patrimoine. Donc oui, je pensais parler de l'association, ce qu'a très bien fait Yann, association qui a été fondée en 2008 et qui s'est donnée pour mission de trouver les plafonds peints en Occitanie et dans le reste de la France, de promouvoir leurs connaissances et de les cataloguer, de les prendre en photo, de faire un magnifique site internet pour que tout le monde connaisse ces plafonds, des bases de données, etc. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 20 ans, ça n'était pas un objet de recherche connu ni reconnu. Il y a une thèse en 1977, mais c'est très peu connu de l'histoire de l'art. Donc le but de cette conférence va être d'abord de vous faire découvrir très très rapidement ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit plafond peint, quelles sont les problématiques de recherche, et dans un deuxième temps, comment on lit un plafond peint, quels sont les arts de lire un plafond peint. Je sais que vous avez faim, qu'il est 12h30, mais j'espère que je vais vous emmener dans un monde merveilleux d'images médiévales et de recherche pugnace, et que du coup vous allez oublier que vous avez faim. Peut-être que vous avez un corps, mais ça, on verra. Alors, qu'est-ce qu'un plafond peint dans un premier temps? Donc, vous avez ici une photographie qui se trouve, j'y reviendrai tout à l'heure, dans l'ancien presbytère de la Grâce, qui est un office de tourisme aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a un entrecroisement de poutres, la poutre principale ici, et les poutres secondaires qu'on appelle les solives, qui sont posées sur la poutre et sur laquelle repose le plancher. C'est pour ça qu'on parle de plafond peint, mais on pourrait aussi parler de sous-plancher peint. Ça marcherait également. Et vous voyez que l'ensemble de la structure est peinte. Donc les plinthes, les simèses, les planches portent des éléments décoratifs souvent aux couleurs très vives. Mais moi, ce qui m'intéresse principalement, donc vous avez compris que je suis littéraire, Yann l'a dit tout à l'heure, je m'intéresse au rapport texte-image. Et donc dans les plafonds peints, c'est forcément le figuratif qui m'intéresse davantage. Donc ce qui est sur ces petites planchettes ici,
qu'on appelle des closoirs parce qu'ils clôt l'espace qui se trouve entre la poutre et la solive. Et voilà, ce sont des petites tablettes qui peuvent faire 25 par 40 cm à peu près, pour que vous ayez une idée de l'échelle. Donc je rends hommage ici à tout le travail de Jean-Pierre Sarré qui habite la Grasse et qui a beaucoup fait pour défendre les plafonds peints. Je ne pense pas qu'il soit là aujourd'hui, mais on pense à lui. Alors, quelques mots sur les conditions dans lesquelles on travaille. Donc, si je vous disais, c'est peu connu. La raison pour laquelle c'est peu connu, c'est que ce n'est pas toujours dans un état facile à aborder. Vous avez ici donc un exemple de Puy-Serrier. Vous avez les closoirs qui se trouvent ici. Donc, vous voyez bien à quel point c'est difficile de les voir, d'approcher. Parfois, la maison, il est dangereux d'aller dans la maison. Parfois, c'est un corpus qui est même complètement cassé. Donc, il arrive que certains collègues récupèrent des planches. J'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est ce qu'on a à la maison du patrimoine ici. Vous verrez tout à l'heure quelques planches qui ont été sauvées. Alors, donc, ces plafonds peints, ils sont difficiles à aborder parce qu'ils peuvent être à moitié détruits ou cassés, mais aussi, très souvent, c'est un patrimoine méconnu parce qu'il est caché sous un faux plafond. Donc, les gens ont fait construire un faux plafond pour cacher ces poutres qui étaient foncées, qui assombrissaient la pièce. Et donc, comment savoir s'il y a un plafond peint médiéval sous un faux plafond? Donc, soit on casse le faux plafond, mais les gens ne sont pas toujours d'accord, en fait, pour qu'on casse leur faux plafond. Et puis, parfois, sur ce faux plafond, il y a une peinture du XVIIe, du XVIIIe qu'on n'a pas le droit de casser, malheureusement. Donc, il existe maintenant des petites caméras qu'on fait passer par des tout petits trous, un trou d'1 cm² à peu près, dans les faux plafonds, et qui permettent d'avoir ce genre d'image absolument remarquable, qui permettent soit d'aider le propriétaire à prendre la décision de casser son faux plafond, soit pour nous, simplement, de cataloguer l'existence d'un faux plafond. Donc, ici, vous en avez un qui se trouve à Perpignan, qui m'intéresse en tant que littéraire parce que vous avez un œil maintenant qui commence à se faire sur les plafonds et vous avez tout de suite vu qu'il y avait des phylactères ici entre les toiles d'araignée, mais j'ai beaucoup de mal à les lire quand même, donc j'ai une grande frustration, mais on va trouver des solutions. Alors je vous disais tout à l'heure que certaines personnes qui ont l'œil, comme par exemple des restaurateurs, peuvent parfois trouver des plafonds peints, deviner qu'il s'agit d'un plafond, même quand c'est une planche dans une déchetterie. Donc, je vous montre ici un exemple qui a été trouvé par un collègue restaurateur. Donc, c'est une planche qui était noire comme ceci. Ça, c'est le couvre-joint qui était associé. Donc, évidemment, quand c'est noir comme ça, c'est le noir de la suie, puisque c'est au plafond de la maison, ça prend toute la suie. Et du coup, ça n'est pas identifié comme des plafonds peints par les propriétaires de la maison et ça peut être jeté. Et donc, ce collègue a trouvé cette planche dont il s'est dit, tiens, c'est la dimension d'un closoir, voyons voir. Il l'a ramassée, il l'a nettoyée, il a trouvé ce magnifique dragon. Et quand il est retourné à la déchetterie prendre les autres planches, tout avait été jeté. Donc, malheureusement, on n'a gardé que ça à Avignon. Alors, donc, cette suie nous pose un problème parce qu'on ne peut pas voir à travers. Alors, on peut essayer d'argumenter avec la DRAC, par exemple, en disant que ça pourrait être une bonne idée de rénover ce plafond au cas où il y aurait quelque chose en dessous, mais ça coûte cher. La DRAC n'est pas toujours d'accord pour tester absolument tous les plafonds qu'on retrouve. Donc, la RCPPM a eu l'idée de faire un test qui est d'utiliser des appareils photo qui font des photos infrarouges. Et en fait, on a un résultat remarquable parce qu'on voit le contour des images. Donc là, je vous montre un exemple d'un closoir qui est travaillé par Lani Rollins, ici présente. Donc vous voyez, quand on a ça, c'est un petit peu difficile d'aborder la DRAC en disant peut-être vous pourriez nous donner des sous, tout ça. Alors que quand on a ce genre de photo, donc c'est le même closoir, la photo infrarouge révèle un magnifique combat entre, vous le voyez, un soldat et un escargot, qui est un motif qu'on trouve sur beaucoup de plafonds peints, je vous en remontrerai un tout à l'heure. On montre ça à la DRAC et la DRAC dit « Ah oui, alors là, il y a quelque chose d'intéressant, on a une base de discussion ». Donc cette photo infrarouge, c'est formidable parce que c'est à la fois un outil de travail pour les chercheurs et un argument pour les services publics et pour la restauration du patrimoine. Voilà un petit aperçu rapide des conditions dans lesquelles on travaille et la façon dont on essaie de retrouver, de pister ces images. Alors, que représentent les plafonds peints? Je vous ai mis un petit aperçu ici. On a beaucoup d'héraldique.
parce qu'il s'agit, quand on construit un plafond, quand on fait peindre un plafond chez soi, de montrer ses armoiries si on en a, et de montrer les armoiries des gens qu'on connaît pour prouver qu'on est inséré dans un réseau de personnes puissantes, influentes. Et pour prouver aussi une forme de position sociale, on montre aussi des loisirs qui sont ceux des nobles. Donc par exemple, jouer de la musique dans un jardin accompagné de son petit chien, ou des scènes de chasse. Voilà. Il peut aussi y avoir quelques inscriptions, j'y reviendrai tout à l'heure. Beaucoup d'hybrides, vous en avez un ici. Et dans le Languedoc, on a beaucoup de scènes scatologiques, érotiques, sur lesquelles je reviendrai également, qu'on ne trouve pas forcément dans les autres régions. Alors, quand je parle des autres régions, voilà, je parle de tous les endroits où on a identifié des plafonds peints, donc depuis le début de la création de la RCPPM. La RCPPM a cette puissance extraordinaire portée par Monique Bourrin, de se faire des amis partout et de faire un réseau de chercheurs espagnols, italiens, portugais qui partagent leurs images. Et ça, je voudrais vraiment le souligner parce que dans le monde de la recherche, ce n'est pas une évidence. Quand on a un corpus, c'est son corpus de recherche. Et la RCPPM a su créer une telle ambiance de travail, de partage, que dès qu'on trouve une image, en fait, on l'envoie aux autres pour voir s'ils ont des idées, s'ils ont une image qui ressemble. Et du coup, on a une vraie communauté de travail qui est la seule condition dans laquelle travailler, puisque, comme vous avez commencé à le deviner, je ne l'ai pas précisé, mais beaucoup de ces plafonds se trouvent dans des demeures privées, dans lesquelles parfois l'un d'entre nous a la chance de rentrer, mais pas les autres. Donc si on ne partage pas les images, il n'y a pas de possibilité de travailler. La RCPPM a commencé cette carte, qui est une carte interactive, dans laquelle les différents chercheurs peuvent signaler les plafonds au fur et à mesure qu'ils les découvrent. Donc vous voyez que les plafonds rouges, c'est ceux qui sont encore en place. Les points oranges, ce sont les décors déposés, c'est-à-dire ceux qui ont été retrouvés sous forme de tablettes, parfois chez un antiquaire, parfois par terre parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Voilà. Il y a des décors qui sont disparus, les bleus clairs, mais qui sont documentés, donc on peut quand même témoigner qu'il y avait quelque chose. Et puis les verts, c'est quand on a repéré un plafond, mais on n'a pas eu le temps de chercher, on n'a pas trouvé les documents, donc on le met quand même, et puis on va continuer à travailler. Cette carte s'est beaucoup enrichie dans les dernières années, et on a même tout dernièrement réussi à mettre quelques points en Croatie, donc on a élargi notre carte, on est très fiers. Et je ne vous ai pas mis le monde entier, mais on a plusieurs points en Californie, puisqu'il y avait un magnat de la presse qui s'appelle Hearst, qui a acheté tout à fait illégalement un certain nombre de plafonds espagnols. Voilà, donc pour la localisation, comme vous le voyez, c'est surtout bassin méditerranéen, autour du bassin méditerranéen, mais on en a plusieurs à Metz, on en a en Écosse, on en a un petit peu en Allemagne, on en a en Suisse. La question étant de savoir, est-ce qu'il y avait des plafonds partout? Et il se trouve qu'il en reste plus ici, ou par exemple on en a un près d'Angers, est-ce que ça veut dire qu'il y en avait plus à Angers? Alors j'en arrive au cas de la Grasse, où il y a 10 plafonds encore en place, 2 identifiés mais disparus et 4 présentés à la Maison du Patrimoine. Vous voyez, donc il y en a un à l'abbaye, que vous pourrez voir en sortant d'ici par là, puis à gauche après. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a autant à la Grasse? La Grasse est devenue une ville très prospère au XIVe, XVe siècle, grâce à l'activité de l'abbaye et aux échanges entre la vallée de l'Aude et le Haut des Corbières, et parce qu'il y avait différentes voies de circulation qui passaient par ici pour aller de Narbonne à Carcassonne. Donc grande prospérité, XIVe siècle, XVe siècle, beaucoup de marchands qui s'enrichissent, qui veulent se faire construire des grandes demeures avec bien peintes pour montrer qu'ils sont arrivés socialement. Et puis, fin du XVe siècle, XVIe, on installe des voies commerciales plus praticables qui en fait ne passent plus par la Grasse, et la Grasse s'endort un petit peu. Et la Grasse n'a pas connu de grands remaniements urbains au XVIe, au XVIIe siècle. Personne n'a refait d'hôtel particulier au XVIIIe, et c'est la raison pour laquelle on a encore beaucoup de décors en place, maintenant qu'on commence à s'y intéresser. Je vous mets une photo d'une petite découverte. Alors vous avez Monique ici, voilà, qui tient une lampe torche et qui essaie, vous voyez tant bien que mal, de voir. Donc ça, c'est un plafond, un faux plafond qui a été cassé, et d'apercevoir entre les poutres si. Donc ça, c'était dans une boulangerie, je crois, découverte en 2013.
Alors, le plus ancien plafond de la Grasse, c'est celui de l'abbé, qui se trouve juste à côté. Je vous montre ici, donc ça a été identifié grâce à ces armoiries. Et vous avez ici un des closoirs les mieux conservés qui montre un exemple de travaux des jours. Je ne vais pas vous montrer tous les closoirs de la Grasse, j'aimerais bien, mais ce n'est pas l'objet de la communication. Je vous montre encore celui-ci qui vient d'une maison qui se trouve rue Foix. Voilà, cette maison-ci. Et je vous montre cette image qui est peu connue, qu'on appelle une marque de marchand. Donc les marchands qui se font identifier par un symbole, et vous voyez qu'ils le mettent sur un écusson comme des nobles, et c'est une espèce de nouvelle armoirie, de fierté de son statut de commerçant et d'exhibition de la personne qu'on est devenu. Donc c'est un plafond qui contient 74 closoirs, et parmi lesquels il y a de nombreuses armoiries quand même, mais aussi 14 marques de marchands. Donc c'est une façon de dire, voilà, je suis arrivé. Une image de la mise en place des salles donc, dans l'ancien presbytère, juste à côté de l'église, et se trouve l'office de tourisme qui a été installé dans une maison qui a des plafonds peints absolument remarquables. C'est un lieu tout à fait enthousiasmant. Là, vous avez donc la mise en place d'une exposition consacrée au plafond peint, avec des collègues Jean-Pierre Sarré, Pierre-Olivier Dittmar, qui sont en train de faire la mise en place. Malheureusement, ça ne rouvre que le 9 juin, donc vous ne pourrez pas y aller, vous ne pourrez pas y courir en sortant de cette conférence, mais une prochaine fois peut-être. Vous voyez qu'on présente quelques closoirs déposés, ici. Voilà, quelques exemples encore dans la maison du patrimoine. Des planches, vous voyez, donc d'une maison qui a été détruite, des planches de la maison de Béranger Mage, qui était d'abord notaire à la Grasse, puis qui est devenu viguier. Alors le viguier, c'est celui qui rendait la justice au nom du roi dans la ville, donc c'était une situation sociale enviable, et voilà, dont le fils a été ennobli, donc fulgurante ascension sociale, en fait, de notaire à viguier, puis anobli, et donc qui a fait peindre ce plafond, qui est un plafond ancien, puisqu'il date du XIIIe siècle. Alors, la grande tristesse de cette maison du patrimoine, c'est que l'étage n'a pas pu encore être restauré. Il se trouve dans un état un peu tragique, comme vous le voyez ici. Alors là, vous ne voyez pas qu'il y a des closoirs absolument merveilleux qui racontent des histoires incroyables, mais quand on utilise un projecteur, on le voit tout de suite un petit peu plus. Donc vous avez ici, par exemple, un homme qui aborde une femme. Donc la femme, elle est en train de se coiffer, elle a des grands cheveux roux, puis elle se regarde dans un miroir. Donc on pense que c'est une prostituée. Et l'homme qui l'aborde ici a l'air de tendre la main comme s'il la sollicitait. Et si cette image n'était pas assez explicite, on a à côté ce personnage-là qui a un grand nez et qui fait ce geste-là qui s'appelle le geste de la figue, qui est une façon de désigner par métonymie le sexe féminin et donc l'acte sexuel. Voilà, donc ça nous pose question parce qu'évidemment, je vous le disais tout à l'heure, c'est un ancien presbytère. Donc voilà, on se demande si ça n'était pas autre chose avant de devenir un presbytère, peut-être sur un temps très court. Mais toujours est-il que le prêtre qui est venu habiter là a manifestement laissé ces images. Je vous en montrerai d'autres tout à l'heure. Une image qui se trouve au rez-de-chaussée, et c'est un thème sur lequel je reviendrai, c'est ce qu'on appelle les thèmes du monde à l'envers, qu'on a beaucoup sur les plafonds, qu'on a aussi un petit peu dans les marges des manuscrits du Moyen-Âge. Hein. Tout ça, c'est lié un petit peu au thème du carnaval. Donc vous voyez ici deux hommes qui sont comme des animaux de trait et qui sont menés à la baguette, hein, c'est le cas de le dire, par un âne, ici, puis en plus on voit que c'est un bâton, vous savez, avec les petites boules de fer, là, celui qui fait bien mal, et puis c'est poussé derrière par un autre âne, peut-être. Donc le monde à l'envers, les animaux qui sont les maîtres et qui dirigent les humains. Autre image, et je m'arrêterai là pour les images de la Grasse, mais juste pour vous montrer que c'est un monde merveilleux, cette maison du patrimoine, on espère qu'on pourra en faire quelque chose. Vous avez donc ça, ce sont deux closoirs qui sont côte à côte. Vous avez ici un homme qui tire des pénis donc, à l'arbalète. Vous voyez qu'il a un sac plein de pénis et qu'il en a mis un sur son arbalète. Et il est encouragé par un fou. Et il tire sur la même femme aux longs cheveux roux dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en train de se raser le sexe avec l'aide sans doute d'une servante. Donc image énigmatique.
On a trouvé des gravures du XVe siècle, XVIe siècle, qui montrent des femmes comme ça qui se rasent. Et les gravures s'appellent « La vérité dévoilée ». Mais on pense que c'est plutôt un titre qui a été donné par un conservateur du XIXe siècle pour essayer d'assagir l'image. Donc ça reste encore un peu mystérieux. Et en bas, vous avez une scène d'étuve avec une femme et un moine, tandis qu'un autre moine amène de l'eau chaude dans les étuves. Une des hypothèses, c'est dans le cadre d'un conflit peut-être entre le presbytère de la Grâce et l'abbaye de la Grâce, une façon qu'auraient les prêtres peut-être de se moquer des moines de l'abbaye, mais c'est une hypothèse parmi d'autres. Donc encore beaucoup de mystères autour de cette iconographie remarquable. Il y a un article de Cécile Bulté qui va sortir sur l'iconographie de la Maison du Patrimoine, qui va sortir le mois prochain dans... je ne sais plus, une revue, Monique, Lani, vous ne savez plus? Ouais, Patrimoine Occitanie, quelque chose comme ça. Alors, j'en arrive donc à mon sujet. J'espère que je ne suis pas allée trop vite sur les plafonds peints, mais que je vous ai quand même donné de quoi appréhender ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, comment lire un plafond? Donc, on va avoir 3 possibilités de lire un plafond. Première possibilité, en fonction de sa structure. Forcément, selon comment le plafond est construit, eh bien, on ne va pas lire les images de la même façon. Deuxième possibilité de lire un plafond, s'il y a des écrits dessus. Forcément, s'il y a de l'écriture, on peut les lire, donc on va voir quel type d'écrit il y a sur les plafonds. Et troisième façon de lire un plafond, en fonction de ce qu'il y a au sol. C'est-à-dire selon où on est amené à se déplacer au sol, on va voir différents états du plafond. Donc, voilà, 3 parties, parce qu'il paraît que... Alors, donc là, c'est la première partie sur comment est construit le plafond. Je vais essayer d'aller vite, je vais faire simple, vous allez voir, ça va être parfait. Les plafonds à poutres et solives, les plafonds à caissons, les plafonds à voûte en berceau, vous allez être initié à la charpenterie en quelques étapes. Donc là, vous avez le plan le premier étage de la Maison du Patrimoine. C'est clair? C'est bon pour tout le monde? Alors là, donc, on arrive par l'escalier ici, et on arrive à 2 charpentes remarquables. Vous avez une première charpente ici qui correspond à la salle 1, qui est un plafond à poutres et solives. Vous voyez bien les grandes poutres ici qui organisent l'espace et qui soutiennent le plafond. Et donc, il faut imaginer les solives intermédiaires. Et donc, ça veut dire qu'on a des images qui se trouvent tout le long ici, puis ici, de l'autre côté et là. Deuxième plafond, c'est un plafond à caisson. Donc, les poutres sont organisées avec un système de croisement que vous avez ici dans cette seconde salle. Alors, pourquoi je dis seconde salle alors que c'est écrit salle 2 et salle 3? Vous voyez qu'il y a une harmonie dans la structure du plafond et que finalement, la salle 2 a été rajoutée après coup, qu'on a remorcelé l'espace alors qu'en réalité, c'était une belle grande salle, sans doute de réception, avec donc des caissons. Et les images s'organisent finalement avec un système de vis-à-vis dont je reparlerai tout à l'heure. Donc voilà, charpente à poutres et solives, charpente à caisson. Alors la charpente à poutres et solives, du coup on a une lecture linéaire. Donc ça c'est la charpente à poutres et solives de la Grâce. Vous ne voyez pas très bien, mais ça vous aurez une petite idée quand même. Si je vous dis par exemple qu'ici, alors évidemment c'est à l'envers, donc vous ne voyez pas, mais là il y a la personne qui tire à l'arbalète, puis la femme qui se rase le sexe, ici côte à côte. Et de l'autre côté, vous avez, on ne sait pas très bien pourquoi, il y a une femme qui enlève sa petite culotte ici, une discussion entre un homme et une femme, il ne faut pas que je tombe là, et ici donc la scène des étuves. Donc on peut essayer de lire les images par des systèmes de vis-à-vis ou de séries, comme par exemple ici à Capestan, vous avez une femme qui offre une fleur à un homme qui offre son cœur. Le cœur se trouve ici. Donc vous voyez, on a des petits effets narratifs, 2 par 2 ou 3 par 3. Toujours ici à Capestan, vous avez une scène qui est assez connue dans l'iconographie médiévale, mais qui surprend mes amis quand je leur en parle, qui s'appelle le souffle à cul. Donc vous avez ici un personnage qui montre ses fesses, un fou, et qui se fait souffler dans les fesses par une autre personne. Et on peut imaginer qu'en fait, il y a un combat de vent, le souffle musical contre le souffle anal, qui serait un P, parce que, comme vous voyez, le pauvre hybride ici, qui se trouve mitoyen, est obligé de se boucher le bec
pour ne pas sentir l'odeur de ce qui se passe à côté. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'explication du souffle à cul, on pourra en parler si vous avez des questions, mais on peut retenir le fait que c'est d'une scène qui se joue encore dans certains carnavals en France, des danses avec des soufflets et des gens qui se soufflent dans les fesses les uns des autres, et ce sera un rituel autour de la Renaissance, du retour de la vie, du printemps, avec beaucoup de strates de signification évidemment en plus. Alors, on reste sur nos poutres et nos solives. Donc là, vous voyez à quel point les closoirs sont entre les solives, mais la narration, elle peut aussi être en fait sur les poutres. Donc là, vous avez un magnifique palais qui se trouve à Palerme, qui date de la fin du XIVe siècle, qui a été construit par Manfred Chiaramonte. Et vous voyez qu'ici, ce qui est remarquable, et en tout cas très très bien pour moi qui essaie d'étudier la narrativité sur les plafonds, c'est que toutes les poutres sont peintes d'histoire sur toute la longueur. Enfin, les solives, pardon. Oui, c'est moi qui... Vous avez une grande poutre centrale et des solives tout le long qui sont peintes. Alors, vous avez des... Ici, vous voyez surtout des histoires sur les côtés, mais parfois, il y a aussi des histoires en dessous, et puis donc des histoires de l'autre côté. Donc, 144 solives qui sont susceptibles de toutes porter de la narration. C'est un corpus absolument incroyable. Je vous montre un petit déplié de ces éléments. Donc là, vous avez, on va partir du dessous de la poutre, d'accord? Donc la partie vraiment qui est comme ça, qui serait ici, le dessous de la poutre. Puis vous avez les deux parties de la poutre qui remontent vers le plafond. Et ça, c'est l'entrepoutre, qui lui-même a un petit cloisonné, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. Voilà, donc je ne sais pas si vous visualisez. Et ces longueurs de solives sont des unités narratives. Donc par exemple ici, le 18, vous avez l'histoire de Judith. D'accord, Judith qui coupe la tête à Holoferne, avec des petits épisodes en plus intéressants qui font penser qu'ils se sont basés sur une version sicilienne. Vous avez l'histoire d'Hélène de Narbonne, qui elle, de façon assez rare, couvre 2 solives. Donc vous avez ici Hélène de Narbonne, et après il faut traverser l'allée du palais, et on continue l'histoire d'Hélène de Narbonne. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, évidemment, ça conditionne des déplacements dans l'espace. Si on veut suivre une même histoire, si on veut revenir. Voilà. Et là, vous avez un exemple donc, d'iconographie qui est assez courante sur les plafonds peints, c'est Tristan et Iseut à la fontaine. Je ne vais pas détailler, je peux vous raconter toutes les histoires après, si vous voulez. Un exemple de narration, vous voyez, par le transfert de gestes. Ici, vous avez un petit bout de l'histoire d'Hélène de Narbonne. Donc, ça raconte l'histoire de Roger. On en reparlera tout à l'heure, mais vous avez ici des éclaircissements grâce aux inscriptions. Et Roger, on lui fait croire que sa femme est infidèle. Et on lui montre des fausses preuves, donc il est furieux. Il rentre chez lui, vous voyez, il est un petit peu énervé. Il tue son chien, il tue son dragon domestique, il tue ses 2 fils. Et puis au moment de tuer sa femme, il a un petit doute et puis juste il la jette par-dessus les côtés du château. Et ensuite, il y a plein d'aventures et elle arrive à prouver son innocence et à lui pardonner, les 2 n'étant pas évidents. Vous avez un autre exemple ici de narration sur lequel je reviendrai. Donc c'est le roi donc, qui se trouve ici à droite, qui est le roi Pelé, qui envoie des messagers, qui dit à Jason qu'il doit partir chercher la toison d'or. Et là, vous avez Jason qui apprête la nef Argo et qui arrive sur les rivages de Troie pour faire provision d'eau. On y reviendra, j'espère. Et là, le roi Laomédon qui lui dit qu'il ne peut pas rester là, qu'il doit partir. Voilà, donc pour la question de narration sur le système poutre et solive, maintenant vous voyez bien l'espèce de déplacement linéaire que cela implique. Maintenant, on passe aux caissons. Donc là, ce sont encore des caissons de la Maison du patrimoine. Donc vous voyez que pour les caissons, il y a une possibilité d'unité thématique dans ces boîtes. Ce qui n'est pas toujours le cas. On était hier avec Lani à la Maison du patrimoine et on a cherché à trouver des unités signifiantes liées aux caissons. Et on s'est dit que ce serait extrapolé. Ça ne marche pas. Ça marche dans d'autres endroits, comme par exemple ici à la Maison des Consuls.
Donc là, vous vous dites, mais comment ont-ils trouvé une unité thématique puisqu'on ne voit rien, c'est tout noir? Et en fait, vous le savez déjà, il y a eu une campagne de photos infrarouges qui permet de révéler ce genre de scène. Et on a trouvé quelques unités thématiques au sein de ce plafond, notamment un caisson qui était dédié à des jeux d'enfants et qui peut-être ferait référence à toute cette thématique des âges de la vie que l'on trouve dans plusieurs manuscrits et qui se base sur une pensée philosophique. Comment on distingue les âges de la vie? Est-ce qu'il faut faire tous les 3 ans, tous les 4 ans? Qu'est-ce qu'être un enfant? À quel moment on passe de l'enfant à l'adolescence, etc. Encore des thématiques qui nous intéressent. Et donc ça, c'est un des jeux d'enfants qui a été identifié. C'est un jeu en fait qui s'appelle le civettino et qui consiste à donner des claques à la personne du milieu. Dernier élément autour des caissons. Donc je vous disais que les caissons, forcément, ça fait une unité narrative dans le carré défini. Mais il y a aussi des caissons qui permettent de peindre la sous-face de plancher. Donc là, c'est au château qui se trouve en Anjou, dont je vous parlais tout à l'heure, près d'Angers. Et vous voyez que là, ils ont ménagé des sous-faces de plancher très très larges qui permettent de tenir un propos beaucoup plus complexe et argumenté. Donc vous avez par exemple cette femme, vous voyez, elle est assise, elle tient, elle tient un oiseau dans les genoux, je ne trouve plus la tête de l'oiseau, il doit être derrière son coude. Et là, vous voyez les plumes des arrières et puis les pattes arrière. Et elle est en train de coudre. Et elle nous explique, je couds le cul à Mao, vous n'avez pas tout. Je couds le cul à Mao parce qu'elle a parlé trop haut. Vous autres qui s'y regardez, gardez-vous bien de trop parler, car l'on dit que trop parler nuit et à la fois trop gratter cuit. Donc, et ce qui est amusant, c'est que cette citation, trop parler nuit, trop gratter cuit, on la retrouve à la Grâce, sur un closoir de la Grâce. Donc, manifestement, ça a circulé. Donc là, vous voyez que ça tient un petit peu du carnavalesque, parce qu'évidemment, coudre le cul de la poule pour pas qu'elle parle, ça marche pas, quoi. Voilà. ça montre une inversion en fait entre le haut et le bas, entre l'orifice de la parole et l'orifice de la défécation. Donc tous ces systèmes d'inversion sont liés au carnaval, mais en même temps derrière il y a un propos important qui est qu'il ne faut pas trop parler. Et quand on sait que Jean Bourré était le trésorier du roi de France, qu'il s'est retiré de la cour. Et on a un plafond, en fait, c'est Cécile Bulté, qui est dans notre association aussi, qui l'a montré, que finalement, il y a toute une réflexion sur les vertus du silence à la cour, faire attention à la rumeur. Je vais y revenir. Donc voilà pour les plafonds à caissons. Et je termine avec le plafond en voûte en berceau, dont on n'a qu'un seul exemple, qui se trouve à Munich. Et ça me permet d'insister sur le type de bâtiment qui pouvait avoir des plafonds peints, puisque vous voyez ici, c'est la salle principale de la guilde des tisserands. Donc les tisserands d'Augsbourg sont devenus puissants. Ils ont décidé d'avoir une salle à la mesure de leurs ambitions, de l'image qu'ils souhaitaient donner à leurs clients, au reste de la ville. Et donc le plafond est peint, mais tous les murs sont peints. Donc c'est un programme iconographique absolument remarquable. Ça a été entièrement démonté d'Augsbourg et ça a été apporté à Munich, d'où les deux villes. Et donc sur ce plafond, on a toute l'histoire depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à Alexandre le Grand, tiré de la Bible et de différentes chroniques, avec, j'y reviendrai, des éléments textuels qui se trouvent ici sur les poutres, sur le petit blanc. Donc malheureusement, je n'ai pas pu y aller encore pour l'étudier, donc je ne pourrai pas vous en dire grand-chose. À cause de la Covid, je n'ai pas pu me déplacer. Et je n'ai pas des reproductions de tout. Mais il y a des images absolument passionnantes. Je vous dis juste parce que moi, je ne connaissais pas cette histoire-là, alors peut-être ça va vous intéresser. C'est une fois qu'Adam et Ève ont été chassés du paradis, en fait, Ève a des regrets parce qu'elle dit quand même que c'était bien le paradis. Et elle a une idée avec Adam, c'est de se faire passer un test supplémentaire pour montrer à Dieu leur bonne volonté. Et chacun va se mettre debout dans un fleuve, je crois que c'est le Tigre et l'Euphrate, pendant 40 jours. Pour bien montrer, ils ne bougent pas, comme ça, ils résistent au courant. Et c'est pour montrer à Dieu qu'ils peuvent retourner au paradis. Et en fait, un ange vient voir Ève au bout de 38 jours en lui disant « C'est bon, en fait, tu as prouvé que tu peux sortir du fleuve ».
Donc elle sort du fleuve, elle est toute contente, ils vont chercher Adam, et Adam, qui les voit venir de loin, il dit « Mais non, Ève !» Parce qu'en fait, Ève n'avait pas vu que l'ange avait des cornes. Et finalement, donc, elle a encore raté, et ils sont obligés de rester. Donc c'est un plafond qui a été très très bien étudié. Toutes les sources textuelles ont été répertoriées il y a une trentaine d'années, et ça vient de petits bouts d'évangiles apocryphes. C'est une mosaïque textuelle absolument fascinante. Et ce qui me permet donc d'en arriver au rapport texte-image sur les plafonds peints. Là aussi, j'essaie de vous le faire de façon un peu abrégée. Je vais vous en montrer principalement 3. Donc première chose, quand il n'y a que du texte. Deuxième élément, quand il y a une image avec un texte et que ce texte a juste une fonction d'identification. Donc Roland Barthes a écrit un article qui s'appelle « La rhétorique de l'image », dans laquelle il essaie de réfléchir au rôle que peut jouer le texte par rapport à l'image, surtout dans la publicité. Mais la publicité étant de la communication, ça marche bien pour les plafonds peints qui sont aussi de la communication finalement. Et il distingue 2 fonctions principales de l'image par rapport au texte. La fonction d'ancrage, qui sert juste à identifier l'image et à ancrer dans notre compréhension et dans notre mémoire de quoi il s'agit. Et la fonction de relais, qui est un petit peu tout le reste, c'est-à-dire comment le texte va permettre à l'image d'avoir un sens supplémentaire. Et c'est souvent dans les dialogues de bande dessinée. Enfin, c'est l'exemple qu'il utilise. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a des dialogues sur les plafonds peints, donc en fait, ça marche super bien. Alors, donc le premier exemple, les phylactères. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. J'entends non, comment ça qui bien vaudra mourir bien vive. Donc, évidemment, une citation qui est à vocation, il faut méditer et qui s'inscrit dans une perspective eschatologique toute chrétienne. Voilà. Donc, pour moi qui suis littéraire et qui était contente de trouver des inscriptions sur les plafonds peints, je ne vous cache pas ma grande déception à trouver toujours ce genre de citations qui sont très bien, mais qui, par ailleurs, sont quand même, s'inscrivent dans un contexte chrétien très fort et peu littéraire. Alors, à la Grâce, il y a une citation qui m'intéresse, c'est « Espérance me déçoit », qui a été identifiée par Laura Cecantini, qui a travaillé, qui a fait tous les plans d'ailleurs que je vous ai montrés. Je rends hommage à son travail très très utile. Et elle a trouvé la citation « Espérance me déçoit » dans un poème d'Eustache Deschamps. Et du coup, elle propose que c'est une citation d'Eustache Deschamps. Alors, je vous avoue que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est Eustache Deschamps qui a utilisé une citation déjà, un proverbe déjà existant pour peut-être broder son poème. Pour moi, ça n'est pas assez particularisé pour être Eustache Deschamps. Mais en même temps, je me cramponne à cet exemple parce que c'est un des seuls exemples de phylactère littéraire qu'il y aurait dans mon corpus. Donc, je ne le laisse pas malgré mes doutes. Voilà, donc 2 autres exemples. Je passe peut-être le premier exemple. Dernier exemple, donc ça c'est fin XVIe siècle, c'est un petit peu tard pour mon corpus de médiéviste, mais c'est quand même très important. Montaigne a fait mettre des inscriptions dans son cabinet de travail, et il y a une vraie réflexion sur le positionnement de ces inscriptions, le choix de ces inscriptions. Il y a notamment eu 2 campagnes d'inscription, on ne voit pas très bien ici, mais il a fait effacer certaines de ces inscriptions pour en mettre d'autres. Et il y a aussi un sens. Certaines inscriptions sont écrites il y a 3 allées. Certaines inscriptions sont écrites dans un sens et d'autres dans l'autre sens. Et Montaigne dit qu'en fait, il avait un secrétaire, c'est très pratique, il dictait tout ce qu'il voulait dire. Et lui, il dit que s'il s'assied, sa pensée se sclérose. Donc il était en mouvement perpétuel et il dictait tout à sa secrétaire, une secrétaire, important. Et en fait, il utilise ces citations dans ses essais, qui sont souvent le point d'accroche, le point de départ de sa pensée. Et en fait, quand il va dans une allée comme ça, il suit les citations, elles sont toutes dans le même sens. Et quand il va se tourner, la dernière citation est dans l'autre sens, ce qui permet de se tourner, de lire la dernière citation et de reprendre comme ça dans l'autre sens. Donc voilà, il y a un lien avec sa déambulation et sa pensée. Deuxième exemple, donc vous vous souvenez, les inscriptions à fonction d'ancrage de Roland Barthes. Et je vous en ai mis donc, cet exemple qui est absolument merveilleux, que je viens de découvrir. Enfin, ça existait déjà, mais moi je ne connaissais pas, au musée de Crémone.
C'est quelqu'un qui a fait peindre plusieurs héros de la guerre de Troie dans sa maison. Donc là, vous avez Achille quand même qui est fier, mais qui a fait peindre aussi des membres de sa famille et le peintre lui-même. Donc tout le monde est joyeusement rassemblé dans ce plafond. Donc autre exemple d'inscription à fonction d'ancrage, eh bien ce plafond dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on a un texte qui nous aide à savoir ce que l'image raconte, donc qui permet l'identification. Et texte à fonction d'ancrage plus long. Mais là, pardon, non, on n'est plus dans la fonction d'ancrage. Voilà, donc ça, c'est mon dernier exemple avec la fonction d'ancrage, pardon. Et autre dernière fonction définie par Roland Barthes, c'est la fonction de relais. Merci. La fonction de relais que l'on voit dans les monologues, dans les dialogues, mais aussi dans les monologues. Ça y est, je vais reprendre pied. Donc là, vous avez un exemple de monologue qui est la fonction relais, puisque ça nous dit qui est cette personne, ce qu'il fait, et ça donne à l'image une signification beaucoup plus large que ce qu'elle pourrait avoir par elle-même. Et c'est fondé sur un jeu de mots. Vous voyez que c'est un personnage qui a une hotte, et cette hotte, vous le voyez peut-être, grouille de rat. Et donc c'est un rapporteur. Voilà. Et c'est là, vous voyez, donc il dit « En rapportant de cours en cours et en étant fin rapporteur, bienvenu suit au temps qui court, aussi son baveur et flatteur. » Donc je suis toujours bienvenu dans les cours parce que je rapporte la rumeur, mais je suis bienvenu comme les baveurs et les flatteurs. Donc en fait, c'est une critique de la part de la personne qui possède le plafond, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait sans doute un souvenir assez amer de la cour. Et donc là, on est toujours dans la logique de décrier la cour et de célébrer les vertus du silence. Donc vous voyez que sans le texte, on n'aurait pas pu déduire tout ça du personnage. Je vais passer. Voilà, un effet de dialogue donc, qui se trouve à Carcassonne dans la maison Bélicène. Donc vous voyez cet homme qui boit et au closoir d'à côté, une femme qui lève sa jupe. Entre parenthèses, je montre que le closoir a été gratté, ce qui prouve que cette image a choqué quelqu'un qui a quand même pris la peine de prendre une échelle puis d'aller gratter le closoir. Et cette femme dit, on n'arrive pas à tout lire, c'est très frustrant, « Ne bois point tant que tu ne... » Et puis après, on n'arrive pas à lire. Mais on comprend un petit peu l'idée, apparemment. Elle dit que s'il boit trop, il ne pourra pas profiter de ses charmes. Sur la même poutre, on a un autre, et là on retrouve l'escargot et le soldat. Vous voyez, j'essaie de vous emmener vers une complexification des motifs qu'on a trouvés au début. Donc, confrontation de l'homme et de l'escargot. Vous voyez, ici, c'est un escargot qui a quand même une tête très dragonesque, mais il dit « Seigneur escargot ». Donc, on est sûr que c'est un escargot. Et là, vous voyez que c'est intéressant parce que tout à l'heure, les éléments de dialogue étaient derrière le personnage, mais là, on a fait comme des bulles de bande dessinée sur des phylactères de part et d'autre qui représentent le dialogue des personnages. Donc, Seigneur escargot, laissez-moi passer s'il vous plaît. Et l'escargot ne veut pas. Par le cul de Dieu, Jam pasarao, car mon père m'agate. Je ne comprends pas tout. Mais en gros, il dit par le cul de Dieu, tu ne passeras pas. Donc là, vous voyez que ça complexifie aussi. Et cette scène de rencontre que l'on trouve sur beaucoup de plafonds. Et une des hypothèses que j'ai posées, mais ça reste une hypothèse, c'est, vous voyez, ces points-là. Normalement, les points rouges ou noirs séparent les mots. Et ici, il y a une séparation entre escar et go, ce qui n'est pas normal. Or, escar en ancien français veut dire avare. Donc peut-être qu'en mettant ce point, on dit que cet escargot, finalement, c'est une allégorie de l'homme avare, et que dans une maison de marchand, c'est peut-être un vice qu'on cherche à stigmatiser tout particulièrement. Voilà, c'est une hypothèse parmi d'autres. Alors, donc, le dernier point que j'aborde, donc on a vu d'abord la lecture en fonction de la forme de la charpente, puis la lecture en fonction de la présence ou non d'images, et on va voir rapidement, pour finir, la lecture en fonction de l'espace au sol. Alors, quelqu'un qui s'appelle Christian de Mérindol, qui a beaucoup travaillé à recenser les décors domestiques et à les interpréter, propose 5 pistes d'interprétation pour comprendre le décor domestique.
D'abord, l'entrée principale est l'axe majeur de circulation. Quand on entre dans une pièce, qu'est-ce qu'on voit et où est-ce qu'on se dirige et qu'est-ce qu'on voit en se dirigeant comme ça. Deuxième point, la priorité de la dextre. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de cette façon de signaler les choses dans l'espace. La dextre, en fait, c'est la gauche. Parce que, imaginez le Christ. Quand on regarde le Christ, ce qui est à gauche pour nous est à la dextre du Christ. Donc, c'est le bon côté. Le côté droit du Christ, c'est le bon côté. Et on a la même chose avec les éléments du décor domestique. Ce qui est à droite de la cheminée, par exemple, va être le côté le plus valorisé. On a aussi des possibilités de polarisation. Alors, vous voyez que ce n'est pas évident de réfléchir à la polarisation parce qu'on ne sait pas où les gens mettaient leur lit dans les maisons médiévales, mais on a quand même des traces de cheminée. Donc, en fait, quand on pense plafond, on cherche tout de suite la cheminée. C'est un élément très important pour nous. La travée de congé, donc là, c'est le chemin qu'on prend pour ressortir, ce qui n'est pas forcément toujours le même chemin que l'allée, de façon à ce que les visiteurs ne rentrent pas. On a retrouvé ça un petit peu avec le Covid. Là, on rentre d'un côté, on sort de l'autre. Et puis enfin, des éléments liés à des cérémonies, mais en ce qui concerne ma propre analyse des plafonds, je n'ai pas trouvé forcément d'éléments pertinents. Alors, donc on va réfléchir entre autres à la cheminée. C'est un plan qui a été fait par Cécile Bulté dans sa thèse. Le plan du plafond du Plessis-Bourré, ça y est, vous voyez tous avec le rapporteur. Et vous avez la cheminée qui est en haut ici. Chacun des mots ici désigne un caisson. Chacun des blocs désigne un caisson, chaque caisson ayant 4 images, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et vous voyez que loin de l'entrée, loin de la cheminée, on a des caissons avec juste des animaux que je ne vous ai pas montrés, des cerfs couchés, des béliers, des singes, des licornes, tout ça. Et seuls les 2 closoirs qui se trouvent de part et d'autre de la cheminée portent les éléments textuels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il faut imaginer peut-être le Seigneur, il fait froid, il a la place d'honneur à côté de la cheminée, comme ça il a chaud, il peut faire venir les personnes les plus proches de lui et peut-être qu'il commente ce qu'ils ont au-dessus de leur tête quand ils sont dans cet espace plus convivial, plus confortable. C'est une possibilité. Jacques Corrochet a fait ce plan du plafond d'Eckperst, dont je ne vous ai pas encore parlé parce que j'ai sauté la diapo correspondante. Je vous montre juste très rapidement que vous avez ici la cheminée. Voilà, donc l'entrée est sans doute ici, c'est pas sûr. L'entrée ici, la cheminée là, et donc on va voir si vous avez retenu. La dextre de la cheminée, ça va être ici, à droite. Et donc Jacques Corrochet analyse les blasons qui se trouvent ici en expliquant, vous voyez, il y a des blasons partout. Et il explique que ces blasons-là sont les blasons les plus importants. Je vais vous retrouver la citation tout de suite. Voilà, à gauche de la cheminée, donc à dextre, à la place d'honneur, l'écu le plus proche est celui du roi, Charles VII, puis en s'éloignant toujours à gauche, les écus du dauphin et de Charles Ier de Bourbon, on retrouve les Bourbons, et vraisemblablement d'un autre Bourbon. Voilà. Je ne vous lis pas tous les écus, mais pour lui, ce qui est à dextre le long de la dextre de la cheminée est le plus important. Je vous montre ici, parce que quand on pense décor domestique, finalement, il faut aussi penser fresque. Et je vous montre ici une fresque qui est étudiée par Terence Ledeschaux de Montredon, dont il a donc c'est un château, le château de Tesse, là, du fin XIIIe siècle. Alors, voilà, là vous avez le manteau de la cheminée, là, vous voyez, avec le dessous. Ça, c'est la cheminée. Et en fait, il a identifié que dans ces quadrilobes ici, là, je vous en ai mis un exemple ici, il a identifié l'histoire de Perceval. Et en fait, il se rend compte que l'histoire de Perceval va de quadrilobe en quadrilobe tout autour de la pièce, donc en commençant par à dextre de la cheminée et en faisant 2 fois le tour de la salle. Voilà, donc j'arrête là sur les questions de déambulation et je termine sur une hypothèse que je voudrais vous proposer, une hypothèse de lecture que je viendrai ajouter à toutes celles que je vous ai proposées, qui est celle de la lecture recto verso. Cette idée m'est venue quand j'ai visité le palais Avigny à Viadana. Donc ça, c'est quand on entre dans le palais. Alors aujourd'hui, c'est un opticien. Et voilà, quand on entre chez l'opticien, on voit ces closoirs qui sont à la fois très prestigieux et très sages, avec des blasons,
Et puis à chaque fois, un homme et une femme, jeunes et beaux, qui se regardent, qui font penser que ce plafond a sans doute été fait pour un mariage. On a des scènes de chasse, des lévriers qui poursuivent des cerfs. Alors là, on a un cochon, mais il ne faut pas du tout... faut pas en fait, il lui manquait un closoir, puis il a demandé à un copain de faire un closoir, donc, enfin le propriétaire actuel. Donc il ne faut pas du tout regarder le cochon. Voilà, et vous voyez donc cette lignée de blasons, et puis à chaque fois des hommes, des femmes qui se regardent, etc. Et puis quand on va tout au fond de la pièce et qu'on se retourne, donc là on a l'entrée chez l'opticien, sur la dernière poutre, j'ai pas réussi à prendre la photo parce que j'étais contre le mur, donc il faudra me croire, la poutre qui est le plus par là, on a des éléments qui sont liés au monde à l'envers, c'est-à-dire le lapin qui chasse le chien, l'âne qui fait avancer son maître à quatre pattes, le coq qui donne un coup de bec dans le dos du renard, et puis la fable du... Alors j'ai mis l'un sur l'autre, mais c'est dans le prolongement, hein, le renard et la cigogne, où finalement la cigogne arrive à duper le renard. Donc je me suis dit, tiens, c'est drôle parce que quand on rentre, c'est très sage, c'est très prestigieux, et puis quand on est tout au fond et qu'on se retourne, on voit un monde à l'envers. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai trouvé ça à différents endroits? Évidemment, oui, sinon je ne vous en parlerai pas. Donc là, c'est la maison Fort de Vercors qui se trouve à Die. J'aurais pu vous montrer les vraies photos, mais j'ai préféré vous montrer les restitutions 3D. D'abord parce qu'au début, je pensais pouvoir aller sur Internet, puis faire monter, tourner le plafond comme ça, mais on ne peut pas. Et puis aussi pour rendre hommage au travail de Joël Roure qui nous fait des simulations 3D pour nos plafonds, et c'est quand même bien pratique de pouvoir les tourner pour regarder de quoi ça parle. Alors, quand on rentre, on voit ces plafonds. Là aussi, il va falloir me croire parce qu'on ne voit pas très bien, mais on a des scènes guerrières ici. Donc scène guerrière, blason, scène guerrière, blason, scène guerrière. Et puis ici, on a une scène de chasse, un blason, une scène de chasse, un blason. Donc des choses voilà, plutôt sages, plutôt attendues, plutôt canoniques. Et quand on se retourne de l'autre côté, on a des danseurs, mais ce sont des danseurs, je ne sais pas si vous voyez leurs jambes, ils dansent des mauresques, qui est une danse un peu folle, débridée, qui fait beaucoup bouger le corps et qui peut poser problème à certains rigoristes médiévaux. Et puis, on a ici que des éléments du monde à l'envers. Par exemple, cette image, vous voyez du coq qui chevauche le renard et du rat qui chevauche le chat et qui, du coup, se combattent. Et donc là encore, on a le monde à l'envers quand on se retourne pour regarder la pièce. Je vais abréger un petit peu. Là, donc, c'est un plafond qui a été étudié par Lani également, dans laquelle on a des danses macabres. Donc là, vous avez, voyez, les morts qui entraînent les vivants. Et puis, au milieu, on a une danse. Vous voyez, c'est écrit « danse », point d'interrogation, qu'on n'arrive pas forcément à interpréter parce qu'il y a plusieurs danseurs, il y a cette femme habillée en rouge, et ils se sont demandé, Lani et deux collègues, comment interpréter cette danse. Et en fait, c'est quand on se retourne, quand on va voir l'autre côté de la poutre ici, le dialogue entre nature et mort, qu'on reconnaît la femme en rouge, qui est ici la nature. Et vous avez un dialogue ici absolument formidable entre nature et mort qui se disputent, parce que nature dit tu gâches mon travail parce que tu tues tous les gens que je fais, quoi. Et puis la mort répond c'est toi qui gâches mon travail parce que moi j'essaie de tuer tout le monde, puis tu fais toujours revenir des gens. Donc dispute entre nature et mort, et on reconnaît la femme ici qui est du coup la nature, la vie, et Lani, Pierre-Olivier et Adrien ont proposé que finalement cette danse supplémentaire, c'était une danse de vie, dont on ne peut avoir la clé en fait que quand on se retourne. Je pense que je vais sauter le dernier exemple. Voilà, pour conclure en disant que le Moyen-Âge, donc conclure sur cette idée de recto verso, pour dire que le Moyen-Âge est friand de ces effets de recto verso, comme on a par exemple sur les valves de miroir qui sont toujours décorées de l'autre côté, ou les coffres qui ont une iconographie, donc des coffres de mariage, une iconographie souvent liée à l'histoire, à la mythologie, mais avec une scène un petit peu érotique à l'intérieur, mais qui ne se dévoile que quand on ouvre le coffre et qu'on cache soigneusement en refermant. C'est aussi l'époque des retables ouvrants. On a aussi l'exemple des plateaux d'accoucher. Donc ici, c'est un recto verso. Vous reconnaissez le jeu de claques de tout à l'heure.
recto verso. Et Christiane Klapisch-Zuber a très bien montré dans un livre qui vient de sortir, Mariage à la Florentine, que ces plateaux d'accouchement apportaient à la personne qui venait d'accoucher des petits fruits secs, des choses comme ça pour se reconstituer, pouvaient aussi être utilisés en recto verso pour qu'on pose, parce qu'il y avait toujours une image citadine, voilà, diverse, et puis de l'autre côté, il y avait toujours des enfants. Vous voyez, là, ils se tirent l'un l'autre sur le pénis, et ça peut être lié à des questions de fertilité. Et donc, elle posait le plateau peut-être sur son ventre pour manger, peut-être pendant qu'elle était enceinte aussi, avec cette utilisation, peut-être qu'il y avait une espèce de pouvoir du plateau, et une fois que l'enfant était né, on accrochait au mur, mais de l'autre côté. Enfin, voilà, elle réfléchit à ces jeux de recto-verso du plateau en proposant des idées très intéressantes. Et toute dernière image, ah non, avant-dernière image, promis, ce diptyque flamand anonyme qui rappelle un petit peu nos plafonds sur plusieurs points. Donc là, on lit, puisque je lis l'ancien flamand couramment, laisse ce panneau fermé, sinon tu seras fâché contre moi. Et quand on ouvre voilà, on trouve ceci, où il est écrit à gauche, ce ne sera pas ma faute car je t'avais prévenu. Et à droite, il est écrit, et plus nous voudrons te mettre en garde, plus tu auras envie de sauter par la fenêtre. Donc vous voyez ce mélange entre ce qui est grotesque, caricatural, scatologique et le propos moral qu'on peut retrouver sur nos plafonds. Et la façon dont le recto verso est là pour susciter l'effet de surprise, pour susciter l'effet comique, mais pour apporter une dimension morale. Et cette fois, c'est vraiment la toute fin, c'est l'allégorie dans les 12 dames de rhétorique. Il y a une femme qui s'appelle Déduction louable, donc c'est une figure de rhétorique, et on a trouvé avec Pierre-Olivier Dittmar très intéressant que cette figure de déduction louable est toujours représentée en train de construire une charpente. Et ce qui nous fait penser que la construction de la charpente est extrêmement sémantisée. Voilà, je vous laisse avec Déduction louable. Je vous remercie pour votre attention. Merci.